De retour en studio, c'est une émission qui roule, c'est assez incroyable pour cette toute première émission. Donc, Élodie Comtois, qui est de retour. De retour. Alors, tu disais en début que tu allais apporter la lumière dans cette émission, mais là, j'avoue que je vais plutôt plomber l'ambiance avec ma chronique. Oui, tu veux parler de répression policière, de profilage politique, mais je t'invite là à frapper vite et à frapper fort. OK. Alors, vas-y, je gêne-toi pas. Alors, d'abord, je vais tout de suite annoncer mes couleurs de convergence et de corruption vraiment tout à fait assumé, parce que faut quand même que je dise, dans ma vie, je travaille dans une maison d'édition qui s'appelle Éco-Société, qui a publié un livre qui s'appelle À qui la rue, répression policière et mouvements sociaux, qui est vraiment la source de ma chronique aujourd'hui, puisqu'on avait dit qu'on allait faire un retour, ce qui s'était passé pendant l'année. Il me semblait que la répression policière et la brutalité policière étaient un sujet incontournable, et Francis Dupuy-Derry a fait un travail extraordinaire pour analyser cette répression-là. Alors voilà, c'est dit. Pauline Marois, le 17 avril 2012, l'année dernière, disait en Assemblée nationale « Il y a devant nous des jeunes. Nos jeunes, ce sont notre avenir, ce sont nos enfants. » Et elle sommait le Premier ministre Jean Charest de s'asseoir avec les jeunes. Cette même Pauline Marois, le 26 février dernier, organise un sommet sur l'indexation des droits de scolarité. Évidemment, il ne s'appelait pas comme ça, mais c'est à peu près ça, une espèce de gouvernance faussement consensuelle, et déclarait à la fin « La crise sociale est derrière nous », alors que dans la rue, une manifestation organisée par l'AC prônant la gratuité scolaire et boycottant le sommet était durement réprimée par les forces policières du SPVM. Alors, c'est une répression que Mme Marois n'a jamais dénoncée, et elle n'a pas non plus dénoncé le fait que ces jeunes, ces enfants, notre avenir, n'ont pas pu manifester librement dans la rue pour défendre une éducation libre, accessible et gratuite. Parle pas trop en mal de la femme de béton, là. C'est quand même... Ah, je suis là pour ça, mon cher. C'est une femme de béton, donc tu peux frapper sur elle aussi, si tu veux. Alors, vas-y, parce que fort. Qui dit répression politique dit bras armés du pouvoir. Donc, mais ce que je voulais surtout souligner sur cette manifestation-là, c'est quand même la mise en récit qu'on a eue sur cette manif du 26 février. C'était 5000 personnes qui étaient dans la rue, qui manifestaient pacifiquement, et selon les grands médias, quand ça a dégénéré, eh bien, c'est parce que des manifestants avaient tiré des balles de neige contre les forces policières, qui avaient dû répliquer par une intervention musclée. Et il n'a fait aucune mention dans les médias de masse de la brigade urbaine du SPVM qui s'était infiltrée à 2 reprises dans la manifestation pour faire des arrestations préventives, quel magnifique mot. Et donc, suite à ces arrestations-là, la foule un petit peu agacée s'est mise à relancer quelques balles de neige sur les policiers qui ont été un petit peu... qui sont en allée, la foule les a suivis, puis l'anti-émeute est arrivée et a chargé. Bon. Que nous dit cette mise en récit? C'est que quand il y a intervention policière, c'est toujours la responsabilité des manifestants. C'est-à-dire que ce sont les victimes qui sont les responsables de leur propre, de la répression qu'ils subissent. Et c'est un schéma qui a perduré tout au long du printemps dernier, puisqu'il faut quand même rappeler que au cours du printemps érable, ça a été vraiment l'apogée de la brutalité policière. Il faut dire qu'entre 1990 et 2010, le mouvement étudiant a été la cible de 1000 arrestations en 20 ans, d'après le collectif sur la brutalité policière. Et en 2012, on parle de 3500 arrestations. Ça, c'est juste ces arrestations. Et parmi ces arrestations-là, beaucoup étaient spécifiquement des arrestations de masse que l'Organisation des Nations Unies avait déjà dénoncées en 2005 en ciblant le SPVM. Mais au-delà des arrestations, c'est des blessures, des centaines de blessures. 2 personnes ont perdu leur œil, des dents fracassées, des fractures du crâne, plusieurs bras et jambes cassés, une hémorragie du foie, sans compter les innombrables ecchymoses. Et donc, n'en déplaise à Gilbert Rozon, qui déclarait que la police était intervenue avec beaucoup de délicatesse. Ce bilan fait quand même froid dans le dos. Alors, j'imagine que c'était une joke de sa part, que peut-être t'as mal compris. Oui, c'est vrai. Je comprends si mal l'ironie de Gilbert Rozon. Donc, l'objet de cette chronique, c'est d'expliquer... En fait, la question que se pose Dupuy-Derry dans son bouquin, c'est de dire, mais est-ce que la police aurait pas pratiqué un certain profilage politique? Est-ce que l'ampleur de la violence qui s'est pratiquée à l'égard des étudiants et des étudiantes ne vient pas d'une perception négative des manifestants et des manifestantes? Et donc, quand on parle de profilage politique, de quoi on parle? On parle
un peu comme le même système que le profilage racial ou social, c'est-à-dire que les policiers vont réprimer en fonction de l'identité politique réelle ou perçue des manifestantes et des manifestants, mais pas forcément en fonction de leurs gestes et de leurs actions. Et donc, s'installe une espèce de distinction entre les bons manifestants qui ont des causes légitimes et les mauvais manifestants qui seraient associés à des irresponsables, des fauteurs de troubles, des casseurs. Donc, par exemple, la manifestation pour la fierté gay, pour le logement social, la marche des femmes, ce serait des manifestations légitimes, bons manifestants, ça va. Manifestants anticapitalistes, contre la brutalité policière, slogan anarchiste, mauvais manifestants. Par exemple, la dernière manifestation contre la brutalité policière, le 15 mars dernier, n'a même pas pu démarrer, 297 arrestations dès le départ. Donc, en fait, c'est comme si la violence policière se déploie selon que le groupe revendicateur est perçu par les autorités et par ricochet par les policiers. Et donc, c'est vraiment une répression sélective qui s'installe. Et alors, une autre question fort intéressante que pose Dupuy-Derry, c'est mais comment se trace cette ligne entre manifestants légitimes et illégitimes? Et là, il fait appel au travail du sociologue Howard Baker, qui a travaillé sur la déviance et qui s'intéresse aux entrepreneurs moraux, c'est-à-dire les agents sociaux qui vont identifier une personne ou un groupe comme déviant, c'est-à-dire qui créent les règles, qui définissent les normes, les autorités, et ceux qui les entretiennent, les policiers. Donc, quand Charest, Duthil parle de carré rouge comme la violence et l'intimidation, on est en plein dans l'étiquetage de la déviance politique. Et quand ils félicitent les policiers, ils accumulent en fait une espèce de confortation de la violence policière envers ces groupes ciblés et étiquetés. Donc, et puis alors, l'aversion des policiers envers les étudiants et les étudiantes, c'est quand même vérifié à plusieurs reprises. On se rappelle évidemment de l'agence 728 et de d'autres interventions de policiers. Et je vous épargne les mots si doux qu'ont pu exprimer différents policiers à l'égard des manifestants. Mais je pense que la commission qui a été mise sur pied par Pauline Marois, je pense qu'on pourrait conclure là-dessus. Peut-être qu'on a un espoir d'avoir un éclairage sur ce qui s'est passé et peut-être améliorer les choses pour les prochaines manifestations. J'en doute, puisque là, en fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est une tendance lourde quand même, c'est-à-dire de cibler les manifestants altermondialistes depuis des années 2000. Et donc, il y a ce profilage politique envers les groupes qui contestent l'ordre politique et social est de plus en plus fort puisque se déploie vraiment un appareil militaire répressif. Et là, la commission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quand même un mandat extraordinaire. Elle veut observer les façons de faire et les constats d'autres pays occidentaux ayant été aux prises avec des troubles sociaux d'envergure. C'est comme si on essayait de voir comment est-ce qu'on pourrait éviter à tout prix la prochaine contestation sociale d'une certaine façon. Alors, je conclurai ma chronique avec deux petites citations. Même une petite citation, je dirais. Vite. Allez. Notre boulot à la police, c'est la répression. Nous n'avons pas besoin d'un agent socio-communautaire comme directeur, mais d'un général. Après tout, la police est un organisme paramilitaire. Ne l'oublions pas. C'est signé Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Réfléchissons sur ces belles paroles.